Le président du groupe socialiste au Sénat est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir Didier Guillaume. Bonsoir. Et merci d'être avec nous donc pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse comme chaque semaine. Eh bien, vous répondrez à trois grandes interpellations. La première, bien sûr, au sujet de la loi travail. Est-ce un nouveau départ, comme le prétend Manuel Valls, ou plutôt le crash d'une réforme qui ne facilitera aucune embauche, selon les patrons? Alors, tenez-vous bien que des critiques sortent désormais également de la bouche d'Emmanuel Macron, qui regrette que certaines mesures aient été estomaquées. Deuxième question, la révision constitutionnelle examinée à partir de demain par le Sénat qui veut maintenir sa version. Cette révision constitutionnelle est-elle vouée à l'échec? Vous répondrez à Michael Zamès. Enfin, troisième question pour 2017, François Hollande est-il le bon candidat? Stéphanie Leroux vous interrogera sur la présidentielle. Première partie, première question, Didier Guillaume. Vous sentez encore le souffle? De quel souffle me parlez-vous? La brise libérale que la première mouture de la loi travail faisait souffler sur le code du travail. Non mais moi je ne parle plus de la première mouture ou des premières discussions que nous avons eues il y a 2 ans maintenant sur comment réformer le code du travail, le rapport Cambrexel et d'autres rapports d'Inter pour savoir comment nous avançons. Il y a un texte qui a été envoyé au Conseil d'État. Ce texte a eu des interrogations de la part de gens de gauche comme de droite, de la part du patronat comme des syndicats de salariés. Ce texte, aujourd'hui, il a été revu, oui, de fond en comble. C'est un vrai nouveau départ, comme l'a dit le Premier ministre. C'est pas un crash. Mais c'est loin d'être un crash, parce que lorsque l'on fait le compte personnel d'activité, lorsque l'on fait la garantie jeune, ces 2 mesures, écoutez bien ce que je vais vous dire, sont des plus grandes mesures sociales depuis 30 ans. Jamais nous n'aurons fait cela. Jamais nous ne permettrons aux jeunes d'avoir une garantie comme celle-là, ce qui pourrait s'apparenter au revenu universel. Le compte personnel d'activité, la sécurité sociale professionnelle, demandée depuis des lustres par tout le monde, nous la mettons en place là. Ces mesures sont très fortes. Et en même temps, qui aurait dit il y a 6 mois que nous réformerions le code du travail comme nous l'avons fait? Jamais personne. Parce que dans ce pays, il y a ceux qui gesticulent, il y a ceux qui veulent que rien ne bouge. Et nous voulons bouger. Et en même temps, parce qu'il n'y a pas à être aveugle, sourd, le gouvernement, le président de la République a entendu ce que disaient les organisations syndicales, ce que disaient les jeunes, ce que disaient les Français, et nous sommes revenus sur un certain nombre de mesures. Oui, parce que nous avons une ambition, c'est de réformer le pays avec les syndicats réformistes. Nous voulons mettre en place les fondations, les bases d'un nouveau contrat social appuyé sur un nouveau dialogue social. Alors vous citez, c'est ça. Vous citez vos alliés, les syndicats réformistes, bien sûr, on pense à la CFDT, mais... Ce ne sont pas nos alliés. Ah ben, non, nous ne sommes pas alliés. Vous avez intérêt qu'ils le soient. Hein. Nous ne sommes pas dans cette mesure-là. Nous travaillons avec eux parce que nous, contrairement à d'autres, nous pensons que les corps intermédiaires représentent quelque chose. Alors, à propos... Et nous voulons nous adresser à toutes les organisations, mais évidemment à ceux qui se veulent réformistes, comme au MEDEF. Parce que croire aujourd'hui qu'on peut réformer le droit du travail sans s'appuyer à la fois sur les syndicats de salariés et sur le syndicat patronal, sur les syndicats patronaux, c'est faux. Alors, à propos du syndicat réformiste, il y a aujourd'hui une prise de position assez forte, qui est celle d'Emmanuel Macron. Je vous le disais tout à l'heure, il a pris la parole aujourd'hui à Cannes pour déplorer que, justement, pour satisfaire les syndicats réformistes, certaines mesures aient été escamotées du projet initial, et notamment le plafonnement des indemnités prud'homales. Comment est-ce que vous interprétez aujourd'hui cette position du ministre de l'économie qui espère le rétablissement de certaines mesures lors du débat parlementaire? Je suis désolé, Michel Grossior, et je vous crois sur parole, mais je n'ai rien lu. Rien entendu. Ah, mais je vous rapporte je ne sais pas. Non, vous il ne les les a tenus devant des confrères. Je ne sais pas de ce que vous me dites. Donc je ne ferai aucun commentaire parce que je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je vous fais entièrement confiance, donc je ne dirai rien. Simplement sur la marévisation des prud'hommes, comme c'était évoqué. C'était une mesure qui nous semblait importante parce qu'il y avait beaucoup de différences entre les régions, les départements. Je rappelle qu'il ne s'agit pas de l'indemnité. Ce qui était prévu dans le texte, les salariés continueront. C'était simplement pour limiter les choses excessives. Bien. Une demande de nombreux syndicats a été « nous n'en voulons pas, ce n'est pas bon, nous n'avancerons pas bien dans cette direction ». Le gouvernement a donc fait le choix de ne plus mettre les barèmes tels qu'ils étaient, mais de les mettre indicatifs
et aux juges de le faire. Voilà. De même. D'accord. Mais ça, c'est un recul pour Emmanuel Macron. C'est un recul pour Emmanuel Macron. Alors que répondez-vous au ministre de l'économie? Je ne réponds pas au ministre de l'économie. Il va falloir répondre. Hein, je vous réponds à vous. Oui. De même que dans la loi Macron, nous avions voté au Sénat comme à l'Assemblée nationale les barèmes dans les prud'hommes. Ça avait été retoqué par le Conseil constitutionnel parce qu'il y avait une différence entre les petites et les grandes entreprises. Ce qu'ont demandé beaucoup de syndicats, de salariés, et ce que je demande moi au gouvernement, c'est de très vite prendre les décrets concernant ce texte, et nous verrons que, in fine, cela permettra de donner à la fois des signes, pas de crainte pour les employeurs, mais la préservation des intérêts des salariés. Ce que nous voulons, c'est l'équilibre, ce double équilibre. Je disais il y a quelques temps... Alors, vous êtes dans un travail d'explication, on vous entend depuis le début de cette émission, également d'apaisement, dit Guillaume, sur cette réforme du droit du travail. Mais c'est un travail d'apaisement qui est mis à bas aujourd'hui par le ministre de l'économie. Non mais attendez, vous allez pouvoir me parler de ça 150 fois, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je n'ai rien lu. Mais je vous cite mes sources, c'est lui. D'accord, mais je ne sais pas qui sont vos sources. Ce sont des confrères qui étaient autour du ministre aujourd'hui à Cannes. Alors bon, Le Monde par exemple. Si c'est des trucs off ou je ne sais pas quoi. Le ministre dit que certaines mesures de bon sens devront être rétablies lors du débat parlementaire. Est-ce que c'est une perspective que vous pouvez accepter? Le Parlement jouera son rôle, évidemment, comme il doit le jouer. Mais simplement, ce que je veux vous dire ici ce soir, dans Preuve par 3 sur la chaîne parlementaire, c'est tout simplement que lorsqu'il y a des accords avec les syndicats concernant le travail, le droit du travail, alors on ne peut pas les remettre en cause après au niveau parlementaire. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles le Parlement devra travailler, sur les licenciements, sur l'efficacité, sur le CPA, sur la garantie jeune. Mais lorsqu'il y a des accords partenariaux entre les syndicats et le gouvernement, le mieux c'est de le laisser. Sans ça, le dialogue social n'existe plus. Bon, je ne voudrais pas que les mêmes... Donc pas de nouveau recul par ailleurs. Mais c'est pas un recul, mais d'autres par exemple. Mais il n'y a pas d'autres reculs. Sur les licenciements économiques, il n'y a pas d'autres reculs. Il y a certains de vos amis socialistes, les frondeurs notamment, qui ne sont pas satisfaits du maintien de la mesure sur les licenciements économiques dans les sociétés, les grands groupes qui ont des sites en France. Oui, ce que je regrette, c'est malheureusement, je le regrette, mais les frondeurs sont à peu près d'accord sur rien avec ce que fait le gouvernement. Mais peu importe, moi je ne veux pas stigmatiser ou parler des frondeurs ou je ne sais trop. Sur les licenciements économiques, il y a un engagement qui a été pris hier par le Premier ministre, qui serait de dire une vérification forte sur d'éventuels licenciements. Par un juge. Oui, par le juge, en fonction des groupes. Effectivement, les frondeurs disent que ça ne suffit pas. Ils vont s'attaquer à cette mesure. Moi, ce qui m'importe dans ce nouveau départ, c'était d'afficher deux choses. Un équilibre. L'équilibre de nouveaux droits pour les salariés, nous en avons parlé, et l'équilibre de plus de fluidité et d'efficacité pour les entreprises. Et il fallait répondre à ceux qui doutent et à ceux qui souffrent. Alors sur le deuxième point, je vous propose d'écouter ce que dit le président de la CGPME, François Asselin. Pour lui, le texte de compromis donc, ne se traduira par aucune nouvelle embauche, notamment pour les petits patrons. On l'écoute. On a entendu les jeunes, très bien, on a entendu les salariés, très bien, sauf que ceux qui créent l'emploi en France, à savoir les PME, les TPE et les patrons de PME, c'est quand même eux qui signent les contrats de travail. En tout cas, il a été entendu. C'est un vrai problème dans ce pays, c'est-à-dire qu'on a une culture économique qui est zéro patate, voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on est malheureusement chef d'entreprise de PME, eh bien on est largué au milieu de la nature et débrouillez-vous. Et on nous colle cette image de patron, alors qu'un patron de PME vit au milieu de ses salariés. Une réaction à l'envers, dit la CGPME. Qu'est-ce que vous avez à lui dire pour le rassurer? Vous dites qu'il y a des choses qu'il peut utiliser dans la loi pour embaucher plus sereinement. Je regrette cette position parce que moi, ce qui m'importe, c'est bien les TPE, les PME, évidemment les grands groupes, mais les TPE et les PME. Et le président de la CGPME devrait quand même reconnaître un certain nombre de choses. Non, mais le CICE, les 41 milliards de baisse de charges pour les entreprises, ça les concerne. Et moi, dans mon département, je vous l'ai déjà dit ici sur ce plateau, il y a plein de chefs d'entreprise de PME, de TPE qui ne seraient plus là aujourd'hui. Là, on parle du droit du travail. Oui, mais c'est important aussi. Et ça concerne les PME et les TPE. Sur cette loi, le fait de dire qu'on décentralise le dialogue social, que ça peut se faire dans l'entreprise, que s'il y a moins de 30% de représentation syndicale, on pourra le faire par référendum représentant plus de 50% des employés. C'est pas en faveur des PME et des TPE. Donc, un bon compromis, Michel Grossior, un bon compromis
C'est quand, à l'arrivée, personne n'est avec son drapeau en disant « j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné ». Et il n'y a qu'une chose qui nous importe, nous, c'est que ce soit la France qui gagne, les Français, les jeunes et les chômeurs. Parce que l'objectif de ce projet de loi, c'est moins de précarité, plus de travail, plus de facilité d'embauche et plus d'efficacité dans l'économie. Et je crois que nous y arrivons. Les syndicats réformistes, vous me citez la CFDT, il y a aussi la CFE-CGC, il y a la CFTC, la FAGE, la plus grande organisation de jeunes de notre pays, y est favorable. Et M. Gattaz, le président du MEDEF, évidemment, aurait voulu qu'on aille encore plus loin que la première mouture. Encore plus loin. Mais enfin, nous sommes dans l'équilibre. Et il n'a pas été totalement opposé. Je vais me risquer à une dernière citation d'Emmanuel Macron, qui a dit aujourd'hui « À force de mesures protectrices, on ne protège pas les jeunes au travail, on les protège du travail. » Et ça vient d'où? Ça vient toujours de la bouche du ministre de l'économie il y a quelques heures à Cannes. Vous ne ferez donc encore aucun commentaire là-dessus. Didier Guillaume, est-ce que vous craignez qu'il y ait à nouveau de la contestation dans la rue du côté des autres syndicats? On ne parle que des syndicats réformistes. Non, mais il y a aussi la CGT, il y a FO, il y a l'UNEF. Est-ce que vous avez des craintes? Mais bien sûr. Mais ce n'est pas une crainte, c'est que le mouvement va continuer, puisque la CGT, FO et l'UNEF appellent à manifester les étudiants demain ou après-demain, et puis surtout le 31 mars. Mais c'est pour ça que de hier jusqu'au 31 mars et jusqu'au Conseil des ministres, il faut expliquer. Il faut expliquer que cette loi est un hymne à la jeunesse, est faite pour elle. Parce que nous voulons zéro précarité pour les jeunes. Grâce à la garantie jeune, nous y arriverons. Tous les jeunes, 900 000 jeunes auront les moyens de faire une formation. Ce n'était pas assez le cas jusqu'à maintenant. Les jeunes ont intérêt à cela. Et puis, par rapport aux salariés, les salariés ont tout intérêt à ce que les entreprises puissent avoir un peu plus de fluidité et d'efficacité. Enfin, quand on regarde ce qui se passe dans les PME et les TPE... Alors là, vous n'avez pas convaincu, parce que je vous interrogeais sur les contestataires. Est-ce que vous craignez encore une explosion sociale? Bien, je vous réponds oui, mais en même temps, en expliquant, je pense qu'on peut... Mais il y a un risque parce qu'il y a des mouvements de grève. Les mouvements de grève, on ne sait pas comment ils commencent, on ne sait pas comment ils finissent, mais c'est par l'explication, par la conviction que nous voulons essayer d'arriver à montrer à ceux qui se sentent représentés, nombreux, derrière la CGT, derrière FO, derrière l'UNEF, de se dire, regardez ce qui est réellement la loi. Bien trop souvent, on parle du contexte et pas du texte. Et en période de grande difficulté, en période où l'exécutif, aujourd'hui on le voit bien, est affaibli par un certain nombre de critiques et de contraintes européennes, au moment où le printemps arrivant, la crise des réfugiés va battre son plein à nouveau, va poser plein de problèmes. Nous avons besoin d'unité et de rassemblement. Et mon rôle, comme le rôle de tous les responsables politiques... Les risques n'ont jamais été aussi grands à vous écouter. Vous parlez d'une conjonction de faits. Les rythmes sont assez grands, mais il faut expliquer. Peut-être tout à l'heure parlerons-nous dans la deuxième partie de ce qui s'est passé hier au Conseil des ministres de l'Agriculture à Bruxelles. Ben oui, mais il faudrait en parler. On parlera des avancées, justement. Personne n'en parle. On va parler des avancées face à la crise. De ce qui ne va pas dans ce pays. Et moi, j'aimerais que l'on soit positif. Dans une France déstructurée, dans une France divisée, avec des Français qui doutent, avec des Français qui souffrent, il faut répondre à leurs interrogations. Et c'est dans ce cadre-là, du travail, de la loi, du social, cette loi travail, elle va aller dans ce sens. Vous ne voulez plus entendre parler de la loi première mouture, mais les Républicains, on le sait, étaient prêts à la voter. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne voteront pas le texte. Écoutez Éric Woerth, c'était ce matin dans Territoire d'Info, et vous lui répondrez. Quand on dit d'un projet qu'il est équilibré, ça s'annonce mal. Parce qu'un projet équilibré, c'est plus rien. C'est comme l'eau tiède. Ça s'annonce vraiment très mal. Et là, c'est ceux qui le disent. Comme le terme de compromis est un mauvais terme. On peut pas. La France n'est pas un compromis. On doit pouvoir réformer notre pays en faisant ce qu'on doit faire et pas ce qu'on doit faire à moitié, à un quart ou aux deux tiers. Alors là, c'est le rejet total de la notion de compromis. Je répondrai deux choses à Éric Woerth. D'abord, c'est un spécialiste. Ils ont réussi à mettre des gens dans la rue et à fracasser. La politique de M. Sarkozy et de M. Woerth, c'est de faire fracasser les Français entre eux. C'est de fracasser les syndicats. C'est de fracasser le dialogue social. C'est d'enlever les corps intermédiaires. Nous avons la décision et nous y allons. Les propositions de Nicolas Sarkozy et de M. Woerth sur diminuer de 300 000 le nombre de fonctionnaires, diminuer les fonctionnaires territoriaux, sans aucune discussion, ce n'est pas du tout ce que nous voulons faire. Et puis deuxièmement, nous l'aurions voté si... Il faut arrêter de nous faire le cinéma. Peut-être parlerions-nous tout à l'heure de la loi constitutionnelle. On va en parler. Les Républicains sont toujours d'accord pour faire des effets de tribune. Ah mais non, mais on voterait si. Ils n'ont jamais fait le moindre pas en avant
la main tendue avec le gouvernement pour travailler. On l'a bien compris, hein, vous rejetez l'idée d'un crash de la loi, Didier Guillaume, oui, mais difficile quand même de nier un ratage initial. Et écoutez d'ailleurs ce que je dis à ce sujet, la ministre qui porte le texte, Myriam El Khomri, qui reprend d'ailleurs la thématique du compromis et qui le justifie. Moi, je crois que chercher un compromis, c'était utile dans la période sur laquelle nous avons travaillé. Parce qu'en effet, le démarrage a été raté puisqu'il n'y a pas eu de pédagogie sur la loi. On ne réforme pas dans la brutalité. Donc, nous avons cherché un compromis. Un compromis, c'est un pas en avant, un pas vers l'autre. C'est justement l'inverse, c'est précisément l'inverse qu'un recul. Alors, on ne réforme pas dans la brutalité, Mais on oui, entend ça quand même comme une sacrée leçon adressée à Manuel Valls, hein, non? Non, pas du tout, Ah, c'est ce que je viens de vous dire. Moi, je partage ce que dit Myriam El Khomri. Cette loi était mal partie, oui. Elle est bien arrivée. Dans la brutalité? Quelle brutalité? Elle est partie sur un texte, un prétexte, un avant-texte, soumis au Conseil d'État. Il y a eu des négociations pendant plus de 6 mois. Pendant plus de 6 mois. On ne le dit pas tout ça, parce que ça va vite, parce qu'on veut vraiment mettre dans le film que nous nous sommes ratés. La ministre l'a dit. Oui. Nous aurions dû démarrer différemment. Oui. Mais notre objectif, c'est le compromis. Chacun fait un pas en avant. Et c'est comme cela qu'on réformera le pays. Est-ce qu'on ne constate pas à cette occasion-là un changement quand même d'attitude, presque de personnalité de Manuel Valls? Souvenez-vous, il y a très peu de temps, il nous disait « j'irai jusqu'au bout ». Et là, il ne parle plus que de dialogue, de compromis, d'écoute. Ça a changé quand même. Non, nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons faire voter ce texte qui est essentiel. Mais nous le faisons dans le dialogue. Le Premier ministre et le Président de la République se sont aperçus, certains disent trop tard, mais peu importe, ils s'en sont aperçus, qu'il manquait du dialogue, qu'il fallait recommencer une deuxième mouture. Ils s'en sont aperçus tous les deux, parce qu'on pourrait avoir l'impression que la réforme, telle qu'elle apparaît aujourd'hui, est plus le fruit d'une synthèse hollandaise. 15 jours de décalage pour un texte, c'est pas énorme. Pour en arriver à ce qui s'est passé hier à Matignon, où un certain nombre d'organisations syndicales ont dit que ça allait, et où le MEDEF a dit que c'est pas si mal que ça, je pense que nous allons avancer dans cette direction. Sans faire acte d'autorité, c'est-à-dire que le recours au 49.3 ne sera pas non, mais là, ça a été une erreur de dire cela, nous l'avons tous reconnu. D'ailleurs, le mot 49.3 n'a pas été prononcé, mais nous prenons nos responsabilités. C'était clair. Bon, ce n'est pas bien. On ne brutalise pas le Parlement. Le 49.3 existe, mais je ne suis pas favorable à cela. Ce texte, il doit passer sans le 49.3 pour le bien des Françaises et des Français et de l'économie française. Allez, deuxième partie de l'émission. Didier Guillaume, deuxième question. La révision constitutionnelle, donc examinée à partir de demain au Sénat, qui veut maintenir sa version. Cette révision est-elle vouée à l'échec? Vous allez répondre à Michael Zamès dans un instant, alors que le ministre en charge des relations avec le Parlement laisse entendre que l'on n'est pas loin d'un enterrement. On écoute Jean-Marie Le Guen. Le texte n'est pas encore voté par le Sénat. Je ne sais pas ce que fera définitivement le Sénat en première lecture. Ce que je vois, c'est que le texte qui est sorti en commission n'est pas pour nous acceptable. Je le dis très nettement. Donc, si le Sénat ne modifie pas son état d'esprit, nous n'accepterons pas. Il y a eu des débats. Nous avons trouvé un compromis qui a eu une majorité à gauche et à droite à l'Assemblée nationale. Ce compromis est le bon compromis. Nous ne voulons pas rouvrir les polémiques autour de ce texte. Si le Sénat ne comprend pas qu'il faut arrêter les polémiques, alors je pense qu'effectivement, il y aura des difficultés. En tout cas, nous n'accepterons pas de rouvrir les polémiques. Michael Zamès nous a rejoint. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Didier Guillaume. Bonsoir. Quand on entend Jean-Marie Le Guen, on se dit que la révision, elle est morte et enterrée. Je ne sais pas ce que fera la droite sénatoriale. Ce que je pense, ce que je sais en tout cas, c'est qu'il faut se replacer le 16 novembre dernier. Je crois que la droite s'est replacée le 16 novembre. Non, mais attendez, le discours du congrès de Versailles, la situation post-attentat et le fait que le président de la République ait su rassembler la nation et faire des propositions. Il a fait des propositions au congrès. Un premier texte a été sorti fin décembre et on s'est aperçu, là encore, parce que nous avons des divergences avec la droite sur la façon de nous comporter, que la version présentée par le président de la République au congrès de Versailles n'obtenait pas les 3/5 du Parlement. Il a donc fallu... C'est bien le président qui parle de déchéance de nationalité, qui parle des binationaux. Et alors ?
Et alors, aujourd'hui, on arrive à quoi comme compromis à l'Assemblée nationale? Eh bien justement, je vais vous expliquer très tranquillement. Je vois qu'aujourd'hui, vous cherchez toutes les bisbilles, toutes les petites bêtes pour mettre des coins et ne pas parler du fond. Je pense que vos téléspectateurs s'intéressent au fond et pas aux petites phrases. Mais je vais vous répondre. La proposition du président de la République de l'Assemblée du Congrès de Versailles, après l'avoir mise sur la table, nous nous sommes aperçus, il s'est aperçu, qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir une majorité des 3/5, ni à gauche, ni à droite. Parce que je rappelle que pour qu'un congrès ait lieu, il faut que la droite et la gauche, dans le cadre de l'unité nationale voulue par nos concitoyens, s'entendent. Il y a donc eu... Visiblement plutôt à gauche qu'à droite. À droite aussi. Vous étiez victime de vos divisions au sein du Parti socialiste. Au Parti socialiste, tout le monde n'était pas favorable au texte, à l'atterrissage de l'Assemblée nationale, mais je rappelle quand même qu'à droite, et non des moindres, M. Juppé, M. Fillon, qui ont beaucoup d'amis sénateurs et sénatrices ici même dans cette maison, n'est pas favorable. Donc il a fallu trouver une piste d'atterrissage. La piste d'atterrissage, ça a été de dire ce qui est mal vécu par beaucoup de nos concitoyens, par beaucoup de parlementaires, c'est de stigmatiser les binationaux. Moi, à titre personnel, je ne pensais pas aux binationaux, je pensais aux terroristes. Et c'est la réflexion que j'ai sur la nation. On peut acquérir la nation française, et j'en suis très fier, mais on peut aussi en être déchu si on veut la détruire et si on veut faire un acte de terrorisme. Il se trouve, si vous permettez, il se trouve qu'il n'y avait pas de possibilité de 3/5 sur ce texte, parce qu'il y avait la stigmatisation. À l'Assemblée nationale, le texte qui a été voté à plus des 3/5 par les socialistes et par le groupe Les Républicains, c'est de ne plus stigmatiser... Oui, mais au risque de créer des apatrides. Non, laissez-moi finir. C'est de ne plus stigmatiser les binationaux. Non, pas du tout. Ne plus stigmatiser les binationaux. Et c'est de faire une déchéance plus globale. Et il faudra... entraîner de la patrie. Mais attendez, sauf si on ratifie la... mais alors attendez, le Sénat veut s'exprimer aujourd'hui. Il a le droit de s'exprimer et de ne pas être tenu pour quantité négligeable. Mais ici, il ne s'agit pas de quantité négligeable. Il s'agit de position politique pour arriver éventuellement ou non à un vote au Congrès. Et l'amendement qui est présenté par la majorité sénatoriale pour revenir à la déchéance pour les binationaux, pour nous, n'est plus acceptable. Elle n'est plus acceptable, puisque l'Assemblée a fait un pas en avant. Mais ce n'est pas l'Assemblée nationale face au Sénat, puisque dans une révision constitutionnelle... Parce que l'Assemblée nationale a voté cela, vous, patron des sénateurs, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Mais vous n'êtes pas d'accord également avec une idée de navette, de nouveau compromis entre les deux chambres? Je ne suis pas d'accord parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'on est dans un projet de loi constitutionnel, pas un projet de loi ordinaire. Et un projet de loi constitutionnel, il n'y a pas de commission mixte paritaire. La navette peut durer 6 mois. Donc, quand le président du Sénat dit les discussions avec l'Assemblée doivent se faire après le vote en première lecture au Sénat. Il se trompe. Je ne me permettrai pas de dire ça, mais je conteste cet argument. Parce que les discussions, elles ont démarré depuis le 16 novembre. Et qu'aujourd'hui, les sénateurs de la majorité sénatoriale auraient pu essayer de se rapprocher de l'Assemblée, peut-être différemment, mais à partir du moment où la posture des Républicains et du président du Sénat, c'est de dire on ne veut pas revenir là-dessus, alors il sera difficile qu'il y ait une victoire, les 3/5 au Congrès. Il est difficile, il n'y aura pas de révision constitutionnelle. Je n'en sais rien. Si on vous écoute, pas du tout. Je vous dis que si le Sénat ne bougeait pas de l'écriture qui va être présentée demain, alors il ne pourra pas y avoir 3/5 au Congrès. Il n'y aura pas de révision. Il peut y avoir une révision au sens là, mais je ne me place pas. Je ne me place pas dans cette perspective. Je pense que nous devrions pouvoir y arriver. Mais je n'en sais rien. On va attendre les débats qui vont démarrer demain. Je dis simplement qu'aujourd'hui, le Sénat démarre beaucoup trop loin de l'Assemblée nationale. Il y a des débats. Qu'on m'entende bien, je ne dis pas ça parce que l'Assemblée a dit ça. Il faut que le Sénat se mette derrière. Ce n'est pas du tout le sujet. Le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, il est beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, beaucoup plus grand que le simple débat de l'Assemblée nationale. Bon, alors le débat, l'ensemble des partis politiques. Le débat au Sénat, demain, s'annonce animé, d'autant, Mickaël, qu'il y a des contestataires chez les socialistes aussi. Bien sûr. Il y a 28 sénateurs socialistes qui demandent la suppression de l'amendement sur la déchéance. Vous avez des frondeurs. Non, mais attendez, vous avez des frondeurs, mais c'est depuis... Mais c'est nouveau qu'il y ait des frondeurs. Mais ce n'est pas nouveau. Depuis le 16 novembre, ou en tout cas le début janvier, nous savons très bien qu'il y a des sénateurs socialistes qui ne sont pas favorables
avec la déchéance de nationalité, comme il y avait des députés socialistes, comme il y a des sénateurs républicains, comme il y avait des sénateurs républicains, comme il y a des députés républicains. Enfin, il ne nous a pas échappé quand même que nous sommes au Sénat, que l'amendement qui va être déposé sera voté par les signataires. Et à 28 ? Oui, ou peut-être 30 ou 35, je n'en sais rien, ou peut-être plus. Mais qu'en tout cas, il a assez peu de chances de passer. Donc vous laissez faire ? Évidemment, mais nous en avons discuté. C'est la liberté, sur ce sujet, un sujet comme celui-ci, c'est la liberté de conscience qui l'emporte. Par contre, le groupe sera unanime sur tous les autres sujets. Vous m'entendez bien, unanime. Alors, je vous propose d'écouter quelqu'un que vous connaissez bien dans votre groupe, qui ne se présente pas d'ailleurs comme appartenant au mouvement des frondeurs socialistes, c'est Barry Zachiari, qui est donc, elle, dès le départ, il faut le dire, opposée à la déchéance de nationalité. Première sénatrice de l'amendement. Et qui milite aussi également aujourd'hui pour le retour du droit de vote des étrangers. Elle veut que ce soit remis sur la table, on l'écoute. C'est une promesse de 30 ans, qui a été renouvelée par le président de la République, alors candidat. C'est la mesure numéro 60, je crois. Et donc, quand on parle de Constitution, on peut mettre ça dans la Constitution. Il suffit d'avoir la volonté de le faire. Moi, je n'en voudrais jamais à l'exécutif d'échouer sur cette question. Je lui en veux de ne pas avoir essayé. On fait applaudir des milliers de personnes dans les meetings sur la question du droit de vote. Et quand il faut y aller, on n'y va pas. On va au contraire sur la déchéance. Donc, c'est pas possible. Pour moi, c'est une grosse déception, comme pour beaucoup d'autres. Je ne suis pas une frondeuse, hein. Pas du tout. Avec conviction, qu'est-ce que vous lui répondez? Non, mais nous en avons parlé, ce matin en groupe, et nous avons convenu que la quasi-unanimité du groupe voterait contre cet amendement. Parce que je comprends sa conviction. Peut-être un jour cela se fera-t-il, mais il y a une chose qui est sûre. C'est une conviction que vous avez partagée. Oui, mais attendez, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est impossible de l'inscrire dans la Constitution. Donc voilà, en tout cas, le véhicule législatif, comme on dit, ne colle pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas un bon signe à donner. Et donc, l'immense majorité, l'immense unanimité du groupe votera contre cet amendement. Barry Zachiari défend ses convictions. Nous ne sommes pas dans un débat caporalisé. Les uns et les autres peuvent avancer leurs convictions, c'est bien normal. Mais ce que je cherche, moi, c'est de la cohérence. Et la cohérence, nous voulons qu'elle se fasse à partir de la majorité sénatoriale, si elle nous dit demain qu'ils peuvent bouger de ce qu'ils vont voter ou pas. Si la majorité sénatoriale nous disait demain, voilà notre position. Vous leur demandez de bouger? C'est à prendre ou à laisser. Alors qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu des efforts des deux côtés, de la part des Républicains et des socialistes pour arriver à un premier compromis. S'ils ne bougent pas, ben, on arrêtera là. Et moi, je ne conseille... Je vais vous répondre, mais moi, il me semble que dans un cas comme celui-ci, si vraiment ils ne bougeaient pas, je ne serais pas favorable à ce qu'il y ait encore des navettes. Une, deux, trois. Combien de temps ça peut durer? Moi, ma position, elle est simple. Elle est simple. Une navette maximum, à condition qu'on sache qu'il y a une volonté d'avancer. Parce que, je vous dis franchement, moi, quand je suis retourné dans le département de la Drôme ces 3 derniers jours, enfin vendredi, samedi, dimanche, personne ne me parle de la déchéance de nationalité. Ouais. C'est très long, c'est depuis novembre. Donc il faut que ça se termine. C'est un sujet suffisamment important. J'aurai l'occasion de m'exprimer demain à la tribune du Sénat au nom du groupe. Et je porterai la parole du groupe, y compris les différences. Mais là, maintenant, ça ne peut pas durer encore 6 mois. J'ai une question très courte, dernière, sur la réforme de la Constitution. On parle de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature qu'on pourrait introduire. Vous seriez favorable? Bien sûr. Oui, bien sûr. Donc il pourrait y avoir un congrès sur cette réforme du Conseil de la magistrature? Il peut y avoir un congrès sur l'état d'urgence et la déchéance. Il peut y avoir un congrès sur l'état d'urgence et la déchéance. Et le Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que ça serait bien. Je pense que là, pour le coup, on n'est pas loin d'un accord, mais là, l'Assemblée et le Sénat font un pas l'un vers l'autre. Alors, on va parler maintenant des dossiers agricoles. Didier Guillaume, vous les suivez de très près. On vous a vu cette année encore, bien sûr, au Salon. Avec donc ces entorses à la politique libérale qui ont été obtenues à Bruxelles, notamment par le ministre français, Stéphane Le Foll. Retour donc d'un peu de régulation pour tenter en tous les cas de faire remonter le prix du lait ou encore du porc. Mais la FNSEA, par la voix de son secrétaire général Dominique Barrot, estime que le mérite de ce revirement, changement de pied en quelque sorte de la Commission, revient d'abord aux manifestants qu'on a vus sur leurs tracteurs ces dernières semaines.
C'est votre pression qui a permis au ministre, qui, il y a 3 mois seulement, n'avait pas pris ce genre d'initiative. Aujourd'hui, le ministre a pris l'initiative d'aller voir son collègue allemand, d'aller faire le tour des capitales européennes. C'est comme ça qu'on voit l'embryon d'une autre politique agricole. Il a un peu tardé lui aussi à le comprendre. En tout cas, les résultats sont là. Maintenant, il faut qu'ils deviennent appliqués rapidement pour que ça se connaisse sur les exploitations. Alors, le mérite revient à la rue, le mérite revient à qui? Vous savez, dans ce pays, c'est dur pour des gens de dire bravo à quelqu'un. Bravo Le Foll. Voilà, vous dites bravo Stéphane Le Foll. Bravo El Khomri. Ou bravo Belin, ou bravo Macron. Vous vous dites bravo Le Foll, j'aurais pas fait mieux si j'avais été moi-même ministre. On ne dit jamais ça. Mais enfin, tant mieux, peu importe. Il n'y a que le résultat qui compte. Je trouve dommage qu'ils ne disent pas le ministre a bien travaillé, mais il représente un syndicat. Mais peu importe. Sur le fond. C'est le retour des quotas, mais sans le dire. Non, depuis plus de 6 mois, Stéphane Le Foll, ici même au Sénat, au cours d'une table ronde, s'est battu pour imposer un prix minimum d'achat pour le porc et pour la viande bovine. Il se trouve que les apporteurs, les industriels, l'ont refusé. On ne peut pas leur imposer. Et là, il a fallu faire pression et il a fait pression. Puis la crise s'est accentuée, évidemment, il y a eu beaucoup de tracteurs dans la rue, beaucoup de détresse. Moi qui suis fils d'agriculteur, je ne peux pas être content de voir des agriculteurs qui sont presque à la rue, qui peuvent tout perdre, y compris leur maison. Enfin, il n'y a pas une décision européenne, il n'y a pas une seule profession en France qui accepterait de vendre ses produits inférieurs au prix de revient. Cette table-là qui constitue notre plateau, quand Public Sénat l'a achetée, elle l'a achetée à quelqu'un qui a fixé un prix. Quand vous voulez acheter du lait ou vous voulez manger de la viande de porc ou de la viande de bœuf, on ne vous dit pas combien vous la vendez, on dit voilà combien je vous l'achetez. Ce n'est pas possible. Donc le ministre a fait monter très fortement la tension au niveau européen. Mais l'Europe est dirigée par la droite et libérale, je m'excuse de dire ça. Donc il vous parlez de Phil Hogan, le commissaire non, je parle des pays. Et donc il fallait trouver une majorité de pays. La France ne l'a pas trouvé. Parce que Phil Hogan, le commissaire européen qui est ultra-libéral, producteur de lait irlandais, a fait partie de ceux qui étaient contre les quotas laitiers. Nous étions opposés à la fin des quotas laitiers, la droite française était pour. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Donc ce qui a été demandé, c'est d'arrêter à certains endroits la surproduction. Ce n'est pas des quotas qui sont remis. Mais c'est de dire, oui, mais tant mieux. Moi, j'aimerais que les quotas reviennent, je vous dis franchement. J'aimerais qu'on remette les quotas laitiers. Parce que la fin n'est pas allée jusque-là. Non, mais la fin des quotas laitiers, c'est la fin de beaucoup d'éleveurs dans notre pays. Donc il y aura ça. Il faut aller. Alors l'étiquetage, c'est indispensable. Le commissaire avait toujours refusé jusque-là quand le ministre lui demandait. Il l'a accepté pour 3 ans. C'est une belle. L'étiquetage, c'est quoi? C'est viande de France, produits transformés qui seront mis sur tous les emballages, qui montreront aux Français. Moi, j'en appelle au patriotisme de nos concitoyens. Je suis sûr que les Françaises et les Français qui font leurs courses préféreraient, si tel était le cas, payer 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, 10 centimes de plus pour acheter de la viande française, plutôt que de l'acheter de la viande de notre pays. À l'étiquetage. Ça c'est mesures... La troisième chose, c'est l'embargo russe, qui ne réglera pas tout, mais il faut que l'Europe... C'est pas la France qui a décidé de l'embargo sur la Russie, c'est l'Europe. Donc l'Europe est prête à bouger, et donc tant mieux, notamment sur l'embargo sanitaire. Enfin, pourquoi nous avons réussi à avancer? Parce que François Hollande, très fortement, il y a maintenant 15 jours, auprès d'Angela Merkel, la chancelière allemande, a dit « vous demandez, vous demandez, vous demandez, nous on a un objectif ». C'est notre modèle français, notre modèle agricole. Alors, et là, on n'acceptera pas. Le responsable de la FNSEA, bon, il est un peu hésitant pour féliciter le ministre de l'Agriculture. On a entendu, le résultat. Oui, mais les résultats, justement, il les critique aussi. Hein. À la FNSEA, on attendait aussi peut-être un plan massif de soutien. Là, ce sont des mesures ponctuelles. Ce n'est pas un plan massif. On ne met pas d'argent supplémentaire sur la table. Aujourd'hui, 500 millions d'euros ont été mis au Conseil agricole de l'agriculture d'il y a quelques semaines. Aujourd'hui, Michel Grossion, l'Europe, il y a un sujet majeur. Ce sont les réfugiés. C'est son devenir. C'est le Brexit ou pas Brexit. C'est de savoir si demain, il y a encore une Europe. L'agriculture, c'est le secteur le plus intégré en Europe. Et la politique agricole commune, c'est 38 milliards d'euros. C'est le plus gros montant attribué à des pays. Et nous avons eu 10 milliards d'euros. C'était inespéré. Donc aujourd'hui, on sait que de l'Europe, on n'obtiendra pas plus. Par contre, ce qu'il faut maintenant, c'est du marché, de l'économie, des prix
et des accords. Et on va, comme consommateur, surveiller les étiquettes, on vous le promet. C'est très important. Alors, dernière question sur les sujets. On le fait déjà. Êtes-vous favorable aux pesticides? Comment Pour comprendre, Stéphane Le Foll a signé une lettre qu'il a envoyée aux parlementaires à qui il demande tout simplement de ne pas voter l'interdiction des pesticides. C'est l'un d'entre eux. Des néonicotinoïdes. Voilà. Vous le dites très bien. Tueurs d'abeilles. Oui, mais bien sûr que non. Personne n'est favorable. Une lettre envoyée à des parlementaires. Personne n'est favorable aux pesticides et je crois qu'il faut aller dans cette direction. Stéphane Le Foll le gouvernement a fait voter ce qu'on appelle le plan Ecophyto. Moins 50% de pesticides à l'horizon 2020 ou 2030. Nous allons y arriver. Mais en même temps, il faut faire attention à ce que ça ne mette pas en péril certaines cultures. Aujourd'hui, on a le problème des néonicotinoïdes. Il y a déjà eu des avancées sur le sujet. Stéphane Le Foll, je pense que demain fera une intervention. Il précise cet après-midi qu'il s'oppose à l'interdiction brutale. Oui, mais bien sûr. C'est ce que réclame aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple, Michel Grossior. Plus 9% en 2014 d'utilisation de pesticides. C'est pour ça que le plan Ecophyto ne marche pas assez bien et qu'il faut aller dans cette direction. Mais je vais vous prendre un exemple. Chez moi, quand même. Oui, d'accord, mais chez moi, les cerises, cette année, il peut y avoir 0 cerise. Par contre, vous mangerez des cerises, elles viendront d'Espagne, du Portugal. Donc il y a des moments, je pense que sur ce secteur, comme dans d'autres, il faut laisser de côté le dogmatisme et regarder l'efficacité. Stéphane Le Foll veut faire baisser le taux de produits phytosanitaires dans les champs, etc. Il est en train de le faire, nous avons voté des choses, mais en même temps, il demande aussi que ce soit au niveau européen que la décision soit prise, parce qu'il y a des pays qui ne le font pas, et on est toujours, après on vient se plaindre auprès de nous. Il faudra régler ce problème de néonicotinoïdes, c'est évident. Il faudra légiférer sur le sujet, mais peut-être... Oui, pas tout de suite. En attendant, les ravages se poursuivent. Non, mais enfin, les ravages, ils sont depuis... Il n'y a pas de ravages, mais c'est depuis des années. Vous savez, aujourd'hui, je ne connais pas un agriculteur qui se fait plaisir en mettant des doses et des doses et des doses. Ce qu'il faut aussi, c'est avoir des produits, et peut-être on va y arriver. L'agroécologie, c'est cela, c'est ce que veut le ministre. Le plan Ecophyto et la baisse de produits phytosanitaires, nous y arrivons. Ouais. C'est long, plus long que prévu, mais ça va dans le bon sens. Qui l'a enclenché ça? C'est ce gouvernement. Bon, c'est pas un autre. Merci beaucoup, Mickaël. Troisième partie de l'émission maintenant. Pour 2017, François Hollande est-il le bon candidat? Stéphanie Le Rouge de l'AFP va vous poser la question dans un instant. Elle va vous interroger sur la présidentielle pour laquelle Manuel Valls estime que, évidemment, le chef de l'État est le candidat tout naturel. Mais bien évidemment, François Hollande est le candidat légitime comme président, mais il ne suffit pas de proclamer, il suffit pas de faire un appel. Celui qui prend la décision, c'est d'abord le président de la République. Oui, c'est d'abord François Hollande. Et aujourd'hui, c'est bien trop tôt pour qu'il prenne ce type de décision. Je crois beaucoup, moi, à cette relation entre le président de la République et les Français. Je crois beaucoup à cette relation directe. Et donc, je suis très méfiant à l'égard de toutes ces initiatives qui constitueraient, au fond, à nous faire revenir à une autre République. Bonsoir Stéphanie Le Rouge. Bonsoir. Alors, vos questions sur le candidat légitime et sur les autres aussi à notre invité Didier Guillaume. Oui, bonsoir Didier Guillaume. Bonsoir. Donc, Manuel Valls dit, après d'autres, dans cette interview, que François Hollande est le candidat naturel, légitime. Est-ce qu'à force de le répéter, finalement, ça ne montre pas plutôt que ce n'est pas si évident? Non, je crois que c'est le candidat légitime, mais que pour les Français aujourd'hui, ce n'est pas évident. Il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, quand on regarde la cote de popularité du président de la République, elle est faible. Elle est faible parce que nous en parlions tout à l'heure, la France est déchirée, déstructurée, parce que les mesures qui sont prises vont dans le bon sens mais ne portent pas assez leurs fruits, le chômage, l'économie, etc. Parce que nous voyons bien que la ligne, le sens politique que nous voulons donner n'est pas assez compris parce que nous ne sommes pas assez bons pour l'expliquer. Donc il ne s'agit pas de dire... vous faites des efforts, hein, personnellement, pour l'expliquer. Je fais beaucoup d'efforts, oui. Oui, mais je suis là pour ça, parce que si on ne fait pas d'efforts, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas un effort, c'est un plaisir. Donc, je pense vraiment que François Hollande, on ne va pas dire naturel, parce que ça a porté chance à personne, le candidat naturel, mais le candidat légitime, il est président sortant, nous sommes dans la Ve République. Nous ne sommes pas en Espagne, en Italie, en Allemagne, où c'est la proportionnelle qui l'emporte. Nous sommes un scrutin majoritaire. Donc, si François Hollande décide de se représenter à l'élection présidentielle de 2017, ce que je souhaite et ce que j'espère, alors il sera le candidat légitime. Et évidemment, il n'y aura pas de primaire à gauche.
Le président de la République, se présentant, il ne va pas faire une primaire. Et je pense qu'il peut y arriver. François Vous savez, Rebsamen, qui était à votre moi, je ne place, suis pas suicidaire. Pardon. La semaine dernière, François Rebsamen était sur ce plateau. Et on l'écoute. Il est favorable, mais à certaines conditions. On écoute l'ancien ministre du Travail. Ça peut être une bonne occasion s'il y a à la sortie qu'un seul candidat. Une primaire de toute la gauche, j'ai repris la formule de Macron à Mélenchon. Oui, je pense que c'était une bonne idée. Il faut que tout le monde ait la volonté, quand on fait une primaire, de débattre et d'accepter le résultat de cette primaire. Alors, si le président est candidat, il dira s'il se plie ou pas à la primaire. La primaire, c'est aussi l'occasion d'affronter ou de confronter, plus exactement, des lignes politiques. Alors, Stéphanie. Donc, François Rebsamen, lui, il se déclare plutôt pour la primaire. Plutôt, il dit si le président de la République est candidat et s'il décide d'y aller. Le PS travaille à cette hypothèse. Pour vous, c'est complètement exclu? Non, mais pas du tout. Comme le dit François Rebsamen, s'il y a une primaire de toute la gauche et que tout le monde dit celui qui est choisi sera notre candidat, tout va bien. Mais j'ai déjà entendu dans la gauche, ou dans la gauche de la gauche, que Jean-Luc Mélenchon n'y est pas favorable. Alors après, quand on demande à François Rebsamen si la non-participation de M. Mélenchon est rédhibitoire, il dit que non, ça peut aussi se faire oui, bien sûr. sans Mélenchon. Je vais plus loin. Donc après, M. Pierre Laurent, notre collègue sénateur, secrétaire général du Parti communiste français, dit « Moi, je suis pour la primaire, mais à condition qu'il n'y ait pas de candidats qui soutiennent le gouvernement actuel et qui soient impliqués dans le gouvernement actuel. » Alors on peut dire c'est pas grave, mais ça en fait déjà deux. Europe Écologie Les Verts, j'ai entendu le nouveau secrétaire général par intérim, dit « Nous, on est d'accord pour la primaire, mais pas avec Hollande. » Bon, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas que François Hollande soit candidat, que Manuel Valls soit candidat, que Macron, que qui vous voulez, et qui veulent un candidat de la gauche radicale. Eux non plus, peut-être, ne sont pas suicidaires. Je reprends la question, vous y répondre. C'est bien dommage. Donc je ne suis pas suicidaire, et parce que je ne suis pas suicidaire, je pense qu'à un moment, les gens auront à choisir entre plusieurs projets. Si les Françaises et les Français avaient souhaité un projet plus radical, plus à gauche, ils auraient pu le montrer dans toutes les élections qui viennent de se passer. À aucune élection, la gauche de la gauche a fait de gros scores. Oui, et on nous disait... Le PS n'a pas non plus fait la démonstration du fait qu'il soulevait l'enthousiasme. On l'a vu aux dernières législatives. Vous avez entièrement raison, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui rien n'est gagné. Et surtout si on se divise, tout sera perdu. Mais au moment le plus fatidique, élection législative partielle il y a un an dans le Doubs, en plein moment où Alexis Tsipras était l'égérie de toute la gauche de la gauche. Ils étaient tous à Athènes le soir de son élection. Ils voulaient faire Syriza à la française, ça n'a pas marché. Je crois que les Françaises et les Français ne veulent pas d'extrême. Enfin, pour l'instant, ils veulent plutôt une autre extrême. Mais à l'arrivée, il y aura confrontation de programmes. Tout à l'heure, M. Woerth disait, mais pas de compromis, on passe en force. Nous pensons que lorsque la confrontation va avoir lieu... De programme, dites-vous. Comment? Une confrontation de programme. Une confrontation de programme. Et le bilan? Du bilan aussi, bien sûr. Mais moi, je suis fier du bilan, je suis fier de ce que nous avons fait. Vous savez, dans l'éducation nationale, il n'y a plus une grève, il n'y a plus une manifestation. Nous avons créé 60 000 postes. La droite dit c'est une erreur, nous l'assumons. La prime pour l'emploi, la prime d'activité que nous venons de créer, 2,5 millions de Français ont un pouvoir d'achat amélioré par rapport à cela. Je pourrais en citer des exemples à la pelle. Ça n'est pas un quinquennat pour rien, comme l'a dit récemment Gérard Larcher, le président du Sénat. Je ne commente pas ce que dit Gérard Larcher. Son point de vue, vous pouvez vous pouvez l'apprécier ou le commenter. Oui, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. C'est facile de faire des effets de manche et lorsqu'on est à la télévision, de taper, puis après essayer de dire on va essayer de travailler avec. Il dit aussi, le président du Sénat, que le quinquennat a commencé par un parjure, le mot est très fort, de François Hollande, qui avait promis l'inversion de la courbe dès 2013. Que répondez-vous à cela? Non, je ne réponds pas. Sur le mot je parjure, ne réponds sur pas les à critiques. M. Larcher. Je dis simplement que le président du Sénat, qui est le deuxième ou le troisième personnage de l'État, ne devrait pas faire ces expressions comme ça à la télévision ou sur les plateaux, parce que ça ne crée pas le lien multinational qu'il faut. Mais moi, ce que je pense, c'est que ce quinquennat n'est pas pour rien et nous assumerons notre bilan. Et peut-être certains seront surpris lorsque nous rappellerons tout cela. Et j'aimerais d'ailleurs qu'il y ait plus de socialistes qui parlent du bilan. C'est un défaut d'explication pour vous? C'est-à-dire que le problème n'est pas la politique menée, mais plutôt la pédagogie qui n'a pas été faite autour? Le problème n'est pas la politique menée, je pense que la politique menée est la bonne. Je pense par contre nous avons deux soucis, deux problèmes. Un, nous ne faisons pas assez d'explications, mais surtout, ou j'aurais dû dire deux, nous ne faisons pas assez d'explications. Les résultats. Nous n'avons pas de résultats.
Est-ce qu'il n'y a pas n'auront pas de résultat. Donc à partir de là, les Français ne peuvent pas dire « Ah ben ils sont très bien, on va voter pour eux », parce que non, ils ne vous n'êtes pas dans le déni, donc vous dites on n'a pas de résultat et néanmoins on a une chance. Et François Hollande est le seul. Je dis pas on a une chance, je ne fais pas de pronostic, on ne rentre pas dans la boule de cristal. Je dis que pour l'instant nous n'avons pas de résultat, mais secteur par secteur, nous en avons. Nous parlons du CICE, du pacte de responsabilité pour les entreprises, nous parlons de l'école, la formation c'est quand même essentiel. Tout à l'heure nous avons parlé de la garantie jeune. Sur la sécurité, les lois ont été votées, sécurité, renseignement, terrorisme, très largement. Il y a beaucoup des mesures qui ont été mises en place par ce gouvernement et parmi les plus récentes, on peut penser à la proposition qui a été faite sur la déchéance de nationalité, à celle sur la loi travail. Toutes ces mesures n'étaient pas forcément dans le programme du candidat Hollande et même certaines sont en contradiction avec des mots qu'il avait pu avoir. Donc est-ce que le problème ne vient pas de là aussi? Non, mais il n'y a pas de désamour vis-à-vis du gouvernement. Non, mais il n'y a aucune contradiction. Cette impopularité, c'est-à-dire que quand on a François Hollande qui d'un côté dit en 2006 que le problème n'est pas le Code du travail, qui maintenant s'attaque au Code du travail, est-ce qu'il ne s'expose pas justement oui, non, mais enfin, 2006, à ces manifestations, à part vous qui bossez beaucoup vos dossiers, je ne sais pas si les Français savent ce qu'il a dit en 2006, mais enfin, c'est à des années-lumière 2006. Qu'est-ce qui s'est passé depuis une crise sans précédent, dont on pensait qu'elle se termine en 2012 et qu'elle a continué? Nous avons eu un défaut d'explication sur ce que nous avons trouvé en France, parce que quand même, le déficit de la sécurité sociale baisse. Il n'avait jamais été aussi haut sous Nicolas Sarkozy. On est en pleine crise, il baisse, sans avoir déremboursé, sans avoir changé notre modèle social. C'est une réalité. La dette de notre pays baisse, alors que Nicolas Sarkozy, ça a été plus 600 milliards. Mais ça, les Français, ils ne le voient pas. Eux, ils voient ce qu'ils ont chez eux. Il y avait le discours du Bourget. Mais le discours du Bourget, il n'y a aucun problème. Notre ennemi, c'est la finance, et notre ennemi continue à être la finance. Et notre ennemi n'est pas le Code du travail. Non, mais notre ennemi, ce n'est pas les patrons. Et lorsqu'on est dans une situation où nous sommes le seul pays en Europe, aujourd'hui, le seul à ne pas créer d'emplois, alors il ne s'agit pas de déréguler, il s'agit au contraire d'encadrer. Et changer le Code du travail, le modifier, aller de l'avant, c'est pour espérer demain, pas aujourd'hui, peut-être même pas dans ce quinquennat. Mais nous ne gérons pas avec la lunette visée sur 2017. Nous pensons aux jeunes, aux Françaises et aux Français. Alors vous allez me dire, oui, c'est de la langue de bois, c'est un lieu commun de dire ça. Michel Grossiot aurait pu le dire d'ailleurs. Ah bah écoutez, si vous me posez, si vous me tentez, je vais être obligé. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la réalité. Si François Hollande pensait à son éventuelle candidature, à sa réélection, il n'aurait peut-être pas fait ça. Il n'aurait pas fait la déchéance, parce qu'il savait qu'elle casserait la gauche et la droite. Il n'aurait peut-être pas présenté le texte comme cela, parce qu'il savait qu'il n'était pas consensuel. Mais ce texte, El Khomri travail, il est essentiel. Il n'est pas consensuel. Mais nous allons essayer de rassembler le plus largement possible pour qu'il soit voté. Parce que l'objectif, c'est la baisse de la précarité, c'est la baisse du chômage, et c'est de penser aux jeunes. Il n'y a pas assez de résultats, vous avez raison. Et nous allons tout faire pour qu'il y ait des résultats dans l'année qui vient. En vous écoutant, on a l'impression que vous êtes déjà en campagne pour 2017 avec des thèmes qui se dessinent. Quelle serait un petit peu la ligne de... Ah non, mais là, je n'ai pas de thème. Quelle serait la... Moi, vous avez parlé programme contre programme, alors comment est-ce que ce serait... Mais attendez, non, les Français aujourd'hui ne sont pas en 2017. Ils voient tous les sondages, ceux qui sont au deuxième tour, ceux qui n'y sont pas, ceux qui montent, ceux qui descendent. Il y aura la primaire de la droite, on verra s'il y en a une à gauche. On n'en est pas là. Aujourd'hui, moi, m'adressant à travers vous aux Françaises et aux Français qui nous regardent, je leur dis, ayez la certitude que ce que nous engageons, ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est pour améliorer votre vie quotidienne. C'est ça qui est important. Est-ce que ça marche assez? Non. Parce qu'il faut appeler un chat, parce qu'on ne peut pas être dans le déni. Est-ce que nous pensons que ça va aller mieux? Oui. Est-ce que la politique économique et sociale menée par ce gouvernement doit changer? Non. François Hollande a lié son destin à l'inversion de la courbe du chômage. Si cette courbe ne s'inverse pas, et à partir de quel moment d'ailleurs, c'est une question, vous pensez qu'il qu'il dira je n'y vais pas? Je renonce. Non, mais moi je ne suis pas à la place de François Hollande. Je n'en ai pas les capacités, et je peux vous dire, mais de façon les plus sincères, mais je sais bien que les polémistes ne croient pas ça. Je ne parle pas pour vous, je parle pour les politiques. Les polémistes ne croient pas ça. Mais moi, je vois régulièrement François Hollande, en réunion ou en privé. Je n'ai jamais entendu parler une seule fois d'élection présidentielle de 2017. Jamais. Y compris sur la primaire. Nous avons nos positions. J'ai même lu parfois qu'il était dit à l'Élysée, je ne sais pas qui c'est, que François Hollande pourrait participer à la primaire. Il ne nous en a jamais parlé. Aujourd'hui, nous parlons terrorisme. Nous parlons code du travail, nous parlons social, nous parlons jeunesse, nous parlons éducation, nous parlons formation. Et il est à sa tâche jusqu'au bout. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Et puis à la fin de l'année,
il prendra sa position à l'automne, à la fin de l'année. Et puis, en fonction de cette position, s'il est candidat, je ferai partie de ceux, je pense que nous serons nombreux qui le soutiendront, primaire ou pas primaire. Et moi, je vous ai dit que je n'y étais pas favorable parce qu'il ne va pas aller battre le pavé. C'est pas pour débattre avec les copains. Mais enfin, il a autre chose à faire que d'aller battre les estrades et que faire son travail de chef de l'État. Et puis, s'il n'y va pas, ben là, il y aura une primaire, ou je ne sais pas dans quel cas elle se fera, et nous choisirons qui. Que pensez-vous de l'option Macron? Vous avez candidat. refusé tout à l'heure de commenter les propos prêtés au ministre de l'économie sur la réforme du droit du travail. On sait qu'il là, je vais vous répondre. se prépare, on a l'impression. Enfin, en tous les cas, la presse l'a senti comme cela. Là, je vais vous répondre très sincèrement. Je n'en sais rien. Je ne sais pas qui sera candidat dans ce cas-là. Enfin, ce que je pense, c'est que si François Hollande n'allait pas à l'élection présidentielle de 2017 pour une raison ou pour une autre, qu'il choisisse ou qu'il ne puisse pas y aller ou je ne sais trop, on serait dans une telle situation politique qu'après, il faudrait essayer quand même, me semble-t-il, de nous serrer les coudes et de sauver les meubles. Et une candidature d'Arnaud Montebourg qui est également évoquée régulièrement et qui, là, pour le coup, pourrait être face à François Hollande et pas en remplacement. Il a arrêté la politique, il est dans le privé. Peut-être reviendra-t-il, je ne sais pas s'il a envie de se... Vous ne croyez pas à ces rumeurs de retour Non, mais moi, je ne crois en aucune rumeur. Il y a Solutré, il y a Beuvray, je ne mets pas les deux sur le même plan, parce que celui qui a monté Solutré pendant des années, il a été président de la République, et il avait une carrure, François Mitterrand, absolument énorme. Mais le sujet n'est pas là. On verra, Montebourg, Hamon, d'autres, peut-être Martine Aubry. Marie-Noëlle Lienemann, notre collègue sénatrice, a annoncé qu'elle est candidate. On peut y avoir 20 candidats à l'élection présidentielle. Le sujet n'est pas là, c'est comme ce qui se passe aujourd'hui à droite. Enfin, le spectacle qui serait donné par la droite et par la gauche, s'il y a 12 candidats de droite et une dizaine de candidats de gauche, ben vous savez, je vais vous dire une chose. C'est un sentiment personnel, pas du tout une attaque vis-à-vis de qui que ce soit. Mais je ne crois pas un instant qu'il y ait une douzaine de membres des Républicains capables d'être président de la République, comme une douzaine de socialistes capables d'être président de la République. Capables d'être candidat à la candidature, à une primaire, oui. Mais être président de la République, dans l'état où on est, avec une Europe en grande... Vous n'en voyez qu'un à gauche. Non, il peut y en avoir vous n'en plusieurs. voyez qu'un. Mais moi je dis, il peut y en avoir 2 ou 3 des Républicains qui ont la carrure. Et je pense qu'aujourd'hui, à gauche, parce qu'il est président de la République, c'est François Hollande qui est le mieux à même de faire cela. Et s'il décide de ne pas l'être, nous avons la chance d'avoir des talents et nous choisirons parmi 2 ou 3 talents. Merci à vous, Guillaume. Merci Stéphanie. Merci à vous. Bonsoir, à très vite.